Salut les challengers, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Aujourd'hui on va parler de Jesse Owens, un sprinter afro-américain qui est venu battre Hitler chez lui dans un stade rempli de nazis. Alors prenez votre flamme olympique, transmettez-la à vos amis, votre famille pour partager ma chaîne. Allez, c'est parti. Les Jeux olympiques de 1936 ont été attribués à l'Allemagne en 1931, un pays tombé dans les mains des nazis et d'Hitler en 1933. L'antisémitisme est présent partout en Europe et l'Allemagne commence à en faire l'essence de sa politique. Malgré cela, le comité olympique accepte la demande allemande. Selon Coubertin, ces Jeux vont servir l'idéal olympique. Une déclaration qui lui vaudra de nombreuses critiques, surtout quand on connaît sa proximité avec certains hommes politiques proches du Führer. Les nazis veulent utiliser le sport pour donner une bonne image de leur régime et pour influencer le monde. Aujourd'hui, on parle beaucoup des pays du Moyen-Orient, le Qatar et l'Arabie Saoudite en tête, qui essaient de se faire connaître mondialement grâce au sport, en attirant la Coupe du Monde de football, les grands prix de Formule 1, les plus grands combats de boxe, ainsi que Cristiano Ronaldo. Ils veulent donner envie d'aller faire du tourisme là-bas et surtout se faire connaître, donner une bonne image d'eux-mêmes. Ce procédé-là, il existe depuis plus de 100 ans, déjà dans les années 20 et 30, ça existait. À chaque fois qu'un pays organise les Jeux Olympiques, il a une politique de soft power et d'influencer le monde et d'essayer d'avoir un impact au niveau de son tourisme et puis aussi de l'image du pays. C'est ce que l'Allemagne avait essayé de faire en 1972 avec les Jeux de Munich, mais ça a été plutôt un échec. Ils voulaient à la base réconcilier l'Allemagne avec le reste du monde, et puis il y a eu un kidnapping qui s'est fini avec 11 morts, donc ça a été terrible pour l'image du pays. Mais on peut parler des Jeux de 1964, les Jeux de Tokyo, qui ont permis de servir la politique d'ouverture du Japon. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne car je parlerai de ces Jeux dans une prochaine vidéo. L'Italie fasciste de Mussolini a utilisé la Coupe du Monde de football en 1930 pour attirer les foules vers son régime totalitaire. En trichant, les hommes de Mussolini ont gagné la Coupe du Monde et ont permis de montrer la grandeur de l'Italie. Inspiré par son grand copain le Duce, Hitler décide de faire la même chose, mais en plus grand. Le football n'est pas suffisant pour celui qui veut conquérir le monde, il faut viser ce qu'il se fait de mieux, les Jeux Olympiques. La compétition a déjà 40 ans et son succès n'est plus à remettre en question. Les nazis utilisent ces jeux comme outil de propagande. Dans le gouvernement du Troisième Reich, c'est d'ailleurs le ministère de la Propagande qui va organiser ces jeux. Le but c'est de divertir mais surtout d'influencer le monde. Ça va servir les Allemands en interne à développer leur nationalisme, leur fierté nationale et bien sûr leur idéologie nazie. Pour le comité olympique, ces jeux sont une honte. Toutes les valeurs de l'olympisme sont mises de côté, que ce soit la paix, la camaraderie, l'esprit fair-play. Il n'y a plus rien de tout ça au profit de l'idéologie nazie. Et déjà à l'époque, on parlait d'olympiades nazies et même de jeux défigurés. Le ministère de la Propagande fait quoi qu'on en dise du très bon travail pour médiatiser cet événement. Plus de 200 000 affiches sont envoyées aux quatre coins de la planète, des informations sportives sont diffusées dans une dizaine de langues, il faut mettre en avant le succès de ces jeux nazis. Et quoi de mieux pour montrer la grandeur du pays que de grandes installations construites pour l'occasion. Le stade olympique de Berlin est livré juste à temps pour la compétition, c'est à l'époque le plus grand stade du monde, il accueille 100 000 personnes prêtes à faire le salut nazi. Afin d'assurer l'ambiance, des officiers sont placés stratégiquement, ils entonnent l'hymne nazi et applaudissent les arrivées dans le stade du Führer. Il y a également un village olympique qui sort de terre, tout comme des routes flambant neuves. Sous terre, ce sont des lignes de métro qui apparaissent pour moderniser la ville. Berlin est décoré afin de donner l'image d'une ville joyeuse où il fait bon vivre. Le temps des Jeux, les affiches antisémites sont retirées. Les croix gammées sont, elles, érigées partout où il est possible d'en mettre. La préparation terminée, les Jeux peuvent démarrer le 1er août 1936, une fois la flamme olympique arrivée dans le stade. Et la flamme olympique, elle existe depuis 1928 lors des Jeux d'Amsterdam, mais à l'époque, elle n'était allumée que dans le stade. C'était le cas également en 1932 à Los Angeles. L'idée d'un relais depuis Athènes jusqu'à la ville qui organise les Jeux, ça vient de Karl Diem et elle a été retenue par Hitler pour les Jeux de 1936. Et justement, cette année-là, elle va faire Athènes-Berlin, elle va traverser toute l'Europe afin de montrer la grandeur nazie. Et même encore aujourd'hui, malgré le fait que ces Jeux de 1936, ils nous dégoûtent, ils ont encore un impact sur nous, puisque tous les 4 ans, la flamme parcourt Athènes jusqu'à la ville organisatrice, et c'est ce qu'elle fera en 2024 quand elle arrivera à Paris. Comme pour chaque Olympiade, un film est réalisé afin de mettre en avant la quinzaine, mais pour le ministre de la Propagande Joseph Goebbels, ce film doit être une démonstration de la splendeur aryenne. C'est la réalisatrice Leni Riefenstahl qui est choisie pour faire ce film. Entrée en contact avec Goebbels via la danse, elle a fait ses preuves dans les années 30 en tant qu'actrice, puis en tant que réalisatrice, en piquant le travail de 2 collègues juifs au passage. Riefenstahl soutient le Troisième Reich et est la réalisatrice phare des nazis pendant la guerre. En 1938, elle sort Les Dieux du Stade, le film sur l'Olympiade de Berlin.
Comme le dit l'historien du cinéma Liam O'Leary, si politiquement c'est une imbécile, artistiquement c'est une génie. Le film utilise des travelling inédits, des caméras pour aller dans l'eau, ainsi que des caméras faites pour suivre le mouvement des athlètes. Sur le plan cinématographique, c'est très fort. Et cette qualité est mise au service du corps des Ariens, filmé en contre-plongée pour mettre en avant la musculature des athlètes allemands. Face à cette mise en avant de l'antisémitisme et du régime nazi, des voix vont s'élever. Une nageuse autrichienne refuse de se rendre à Berlin, des intellectuels, des politiques vont appeler au boycott, et il y a même des contre-jeux, des jeux populaires qui vont être organisés en 1936 à Barcelone. Le principe, il est un petit peu le même que celui qu'avait mis en place Alice Milia avec des Jeux Olympiques féminins. C'était dans les années 20, j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la regarder. Et là, ces Jeux populaires, eh bien, ils voient plus de 6000 athlètes s'inscrire, issus de 18 pays. Mais le problème, c'est qu'ils n'auront jamais lieu car ils sont prévus à Barcelone en 1936 et que le 17 juillet, la guerre civile espagnole fait rage. Malgré ces mouvements de contestation, le CIO maintient l'organisation des Jeux car selon eux, sport et politique doivent être dissociés. Ça n'empêchera pas Hitler d'instrumentaliser les JO. Ce sont 49 nations qui défilent lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Parmi eux, la France et les États-Unis participent. Mais alors que les Jeux s'apprêtent à être une immense propagande de l'idéologie nazie, un homme va imposer à Hitler sa plus grande humiliation. Cet homme, c'est Jesse Owens. Jesse Owens est un Afro-Américain de 22 ans né dans l'Alabama, un état du sud des États-Unis particulièrement ségrégationniste. Il est le deuxième d'une fratrie de 11 enfants. C'est un descendant d'esclaves qui vit dans un milieu très pauvre. Son père est paysan et sa mère lave du linge pour des blancs fortunés. Quand Owens n'est pas dans les champs à aider son père, il est sur les bancs de l'école. Et celle-ci se trouve à 14 km de chez lui, une distance qu'il doit parcourir à pied la majorité du temps. Mais cette famille n'est pas tout à fait banale. Le père de Jesse est reconnu dans la région pour sa vitesse exceptionnelle. À chaque course, il pulvérise les autres paysans du coin. Un talent qui se retrouve dans les gènes du fiston. Pendant ses études, Jesse Owens il va participer à 79 courses et il en remportera 75. C'est absolument exceptionnel, d'autant plus qu'il domine également au saut en longueur. Ça va donc lui ouvrir les portes de pas mal d'universités et il choisira celle de l'Ohio car elle lui permet, en plus des programmes d'entraînement, de pouvoir avoir une activité rémunérée à côté et donc de gagner un peu d'argent, ce qui n'est pas négligeable quand on vient d'un milieu aussi populaire que lui et surtout quand on est afro-américain car les aides, elles ne se multiplient pas. Et puis Jesse Owens, l'année 1935, elle va être pour lui celle de la révélation au niveau universitaire, mais également au niveau des seniors. Après avoir cassé les records des enfants, il va pouvoir casser ceux des adultes. Lors d'une compétition universitaire, le 25 mai 1935, Jesse Owens bat 6 records du monde. Avec 8,13 m à la longueur, il devient le premier homme à dépasser les 8 mètres. Son record tiendra jusqu'en 1960, quand Ralph Boston ira chercher les 8,21 m. En parallèle, il bat des records sur 100 yards, une unité de mesure américaine qui équivaut à 91 mètres. Ces records sont dingues, mais ne valent pas une performance sur 100 mètres, la discipline phare. Alors il battrait également le record du 200 mètres et du 200 mètres haies, et comme si la performance n'était pas assez folle, ce jour-là Jesse Owens avait des douleurs au dos et est sorti du stade en boitant. Quelques semaines avant les Jeux de Berlin, Jesse Owens va battre le record du monde du 100 mètres avec un temps de 10 secondes 2. De quoi faire peur au chancelier allemand Adolf Hitler, qui n'a pas du tout envie de voir un athlète afro-américain remporter un titre olympique sur ses terres. Eh bien Jesse Owens, il ne va pas remporter une médaille d'or, il ne va pas en remporter 2, il ne va pas en remporter 3, il va en remporter 4. Owens ouvre les hostilités le 3 août 1936 avec le 100 mètres. À 1/10 de son record du monde, il court en 10 secondes 3 et gagne de peu devant Ralph Metcalfe. Le lendemain, le 4 août 1936, Jesse Owens mène la danse dans le saut en longueur, mais au 5e saut, l'Allemand Lutz Long égale la distance de l'Américain avec un très beau saut à 7,87 m. Owens n'a plus que 2 sauts pour améliorer sa marque et c'est ce qu'il fera à 2 reprises avec un saut à 7,94 m puis à 8,06 m. L'Allemand, bien qu'encouragé par la foule, ne reviendra pas. Lutz Long est particulièrement fair-play puisqu'il a conseillé Jesse Owens sur sa prise d'élan alors que l'Américain venait de mordre ses 2 premiers essais, des conseils payants qui permettent alors à Jesse Owens d'être double champion olympique. Un athlète afro-américain vient de battre un athlète prototype de la race aryenne, un grand blond musclé. Ça a bien sûr le don d'énerver Hitler, et ce qui va en plus agacer le Führer, c'est que les deux hommes vont devenir amis après la compétition. Le 5 août, Jesse Owens enchaîne lors du 200 mètres et bat le record du monde avec un chrono de 20 secondes 7, qui tiendra jusqu'en 1951.
Devançant de 4 dixièmes le second coureur de la finale, c'est la victoire la plus écrasante des Jeux dans la discipline, jusqu'à ce qu'un certain Usain Bolt mette 66 centièmes à la concurrence. Après 3 médailles d'or en 3 jours, Owens se repose un peu. Il revient sur la piste le 9 août pour le relais 4x100. Un relais dans lequel les Américains sont favoris, puisque avec Owens, Metcalf a fini deuxième du 100 mètres et Frank Wyckoff a fini quatrième. Complété par Draper, le relais américain bat le record du monde en 39 secondes, 8 centièmes. A l'origine, Owens et Metcalf ne devaient pas courir ce relais, c'était Marty Glickman et Sam Stoller qui étaient prévus, mais ils ont été retirés au dernier moment par la sélection américaine. Selon le coach de l'époque, Lawson Robertson, c'était pour aligner la meilleure équipe possible au moment de la finale, mais la vérité allait tout autre. Stoller et Glickman étaient juifs, les Américains ont tout simplement voulu satisfaire les Allemands et les nazis en les retirant au dernier moment. Owens il a eu beau contester cette décision, ça a été en vain. Interrogé après son quadruple succès, Jesse Owens dira « Nous étions là pour détruire le mythe de la suprématie aryenne. Ce n'était pas une sorte de préoccupation politique, parce que je crois que la politique ne doit pas avoir une place sur un terrain de sport. Mais nous étions là pour leur donner une leçon. » Suite à ces 4 médailles historiques, des journalistes s'emparent de l'événement et racontent que Hitler aurait refusé de serrer la main de Jesse Owens, un acte qui fait beaucoup parler à l'époque, et ce, dans le monde entier. Mais quand on pose la question au sprinter afro-américain, voici ce qu'il répond. « J'ai mieux été traité en Allemagne que dans mon propre pays. Hitler ne m'a pas snobé. Quand je suis passé devant le chancelier, il s'est levé, a agité la main vers moi, et je lui ai fait un signe en retour. C'est notre président qui m'a snobé. Il ne m'a même pas envoyé de télégramme. » Ce qu'il faut comprendre de ces déclarations de Jesse Owens, c'est déjà que l'accueil des Allemands il a été plutôt bon, il ne pouvait pas se permettre un scandale pendant ces JO, mais surtout Jesse Owens il veut tirer un signal d'alarme aux États-Unis, un pays ségrégationniste et profondément marqué par le racisme. Il veut montrer que ce ne sont pas les gentils américains face aux méchants nazis, mais plutôt les méchants américains face aux méchants nazis. Jesse Owens tente de faire bouger les choses et de dénoncer le racisme au pays de l'oncle Sam. En accusant les Américains d'être pires que les nazis, il veut les faire culpabiliser. C'est le modèle qu'utilisera Ali dans les années 60 quand il refusera de s'engager contre le Vietnam, en disant qu'aucun Vietnamien ne l'avait traité de nègre. En montrant à son pays qu'il est pire que ce qui existe de pire dans le monde, Jesse Owens veut faire évoluer les mentalités. Malheureusement, il devra attendre plus de 30 ans pour que les choses commencent à changer progressivement. Pour ce qui est d'Hitler et s'il a oui ou non snobé Jesse Owens, c'est très difficile à dire. Peut-être que des journalistes se sont emparés de l'histoire à des fins politiques et on voulait montrer que Hitler était vraiment quelqu'un d'horrible et de terrible, ou alors peut-être que c'est Jesse Owens qui s'est emparé de l'histoire. Il voulait qu'on arrête de lui parler de ça et plutôt qu'on se concentre sur les problèmes de conditions de vie des Afro-Américains aux États-Unis. La vérité est entre les deux et c'est difficile de la déchiffrer. N'hésitez pas à faire vos propres recherches pour faire votre avis vous-même. En tout cas, voilà pour cette vidéo et ces Jeux Olympiques 1936 de Berlin. Cette histoire absolument folle entre Le Führer et Jesse Owens, un des athlètes les plus formidables de l'histoire du sport. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour vous conter une nouvelle histoire olympique. Salut les challengers!